Alors, avant d'attaquer le cas général, il nous faut un théorème fondamental qui voit un peu l'arithmétique des problèmes de commutants dans un cadre justement général, et le théorème le plus profond qu'on a, ou pas, parce qu'il n'est pas vraiment au programme, c'est le théorème de Frobenius. Et le théorème de Frobenius, il dit la chose suivante, soit U dans L de E, alors il existe une unique famille, bon on n'a pas besoin de l'unicité, mais je l'ajoute parce que ça fait partie du théorème, P1, PS de polynôme de K de X, avec PK plus 1 divise PK, et une famille X1 jusqu'à XS de E, telle que d'abord E est somme directe de KU de XI, d'accord. Donc voilà, on a des sous-espaces qui vont être stables par U. Alors ça, c'est bien à mettre dans une leçon sur les sous-espaces stables, évidemment. Donc on a cette décomposition en somme directe de sous-espaces stables. Et deuxièmement, l'annulateur du morphisme qui va de K de X dans E, qui a P donne P de U de XI, donc qui va aller s'envoyer là-dessus. Eh bien, c'est exactement l'idéal engendré par PI. C'est-à-dire, on dit que PI, c'est le polynôme minimal local de U en XI. Voilà. Alors ça, je vais l'admettre. Bon, c'est le théorème de Frobenius, c'est un théorème, bon, vous pouvez le trouver dans l'histoire hédoniste de groupe et de géométrie, le tome 2, chapitre 3. Mais on va voir comment on en tire un corollaire sur la dimension du commutant. Donc je vais appeler DI le degré de PI. Alors donc c'est un corollaire que vous trouvez aussi dans le même livre. Je dis que la dimension du commutant, c'est D1 plus 3D2, plus 5D3, etc., jusqu'à 2S moins 1 DS. Donc par exemple, si l'espace est cyclique, c'est-à-dire que S est égal à 1, il n'y a qu'un seul espace cyclique ici. Avec ici, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir le polynôme minimal de x qui est égal au polynôme caractéristique, dans ce cas-là, dans le cas cyclique, et donc qui va être de degré n, et il n'y a qu'un seul élément, et la dimension de CU, c'est n. Et donc on retrouve l'exemple 2. Alors maintenant, la situation complètement opposée, c'est si on a une homothétie, si U est une homothétie de rapport lambda. Alors dans ce cas-là, les polynômes ici, vous allez avoir n polynômes x moins lambda. Et qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ils vont être tous de degré 1, et il y en a n. Donc on a la somme des impairs, ici, de 1 plus 3 plus 5 jusqu'à 2n moins 1. Et ça, tout le monde sait que ça fait n au carré. Donc on retrouve que le commutant d'une homothétie, c'est tout Mn de k, qui est de dimension n au carré. Donc ça fait des petites choses assez sympathiques. On a ça qui englobe tout ça. Alors donc on va montrer, non pas le théorème, je vous disais, mais le corollaire qui découle de Frobenius. Alors, qu'est-ce qu'on va faire en fait? On va regarder les endomorphismes qui commutent avec U comme une somme directe, donc on verra tout à l'heure, d'endomorphismes élémentaires, comme des particules élémentaires, qui vont de K de U de XI vers K de U de XJ. Donc on va regarder des endomorphismes cycliques. Moralement, ça va être des sommes de K de X sur P vers K de X sur Q, mais qui commutent avec X. Donc c'est ça qu'on va voir maintenant. Juste la particule élémentaire dans un premier temps, et après, par linéarité, on va tout obtenir. Donc, regardez, ça c'est le cœur du truc, c'est le lemme central. On prend PQ dans K de X, donc deux polynômes, on va noter HPQ, l'espace des W dans homme de K de X, donc des homomorphismes d'espace vectoriel, c'est pas des homomorphismes d'anneaux, c'est des homomorphismes de K espace, qui vont de K de X sur P vers K de X sur Q, et qui commutent avec X, c'est-à-dire, ici on a une multiplication par X, évidemment, puisque c'est par X bar, mais c'est par X, et donc il doit vérifier W de XS est égal à X W de S.
Alors peut-être qu'en mettant une barre, ici c'est une barre modulo P, ici c'est une barre modulo Q, mais voilà, on veut ça. Alors ce que j'affirme, c'est que la dimension de HPQ, c'est le degré de D, où D c'est le PGCD de PQ. Voilà. Alors allons-y pour la preuve du lemme, et ce lemme est central, le reste, normalement ça va couler presque tout seul, quoi, hein. Vous allez voir. Alors on va prendre P égale AD, puisque D divise P, hein, D c'est le PGCD, Q égale BD, alors ça va nous servir évidemment parce que A et B sont premiers entre eux. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais montrer le double isomorphisme. HPQ c'est isomorphe au sous-espace des multiples de B dans K de X sur Q. Alors pareil, hein, si vous pouvez mettre une barre dessus, hein, voilà, B c'est ce polynôme-là, et c'est isomorphe à K de X sur D. Voilà. Alors on va d'abord, c'est surtout le plus important, exhiber cet isomorphisme-là. Donc à W, un morphisme qui vérifie ça, je vais l'envoyer simplement W de 1. Voilà. Donc ici, il y a 1, la classe de 1, et je vais regarder W de 1 ici. Alors, pour que ce soit bien défini, il faut que W de 1 soit un multiple de B. W de 1, évidemment, il existe, il est dans K de X sur Q, mais est-ce que c'est un multiple de B? Alors, allons-y. Alors, W de 1 bar, ben, il existe, puisque W existe, hein, donc c'est un certain R bar, c'est une classe de R. Mais alors, on attaque PR, ici, PR bar. Qu'est-ce que ça fait PR bar? Ben, on a P de W1 bar, par définition. Bon, là, j'ai rien fait encore. Maintenant, comme W commute avec X, et qu'il est linéaire, il va commuter avec tout polynôme en X. Donc ici, je vais avoir W P bar fois 1 bar. Mais P bar fois 1 bar, ça fait P bar. Mais P bar, ça fait 0, puisque on part de K de X sur P. Donc ça fait W0, comme par linéarité, ça fait 0. Bon, mettez des barres, hein, je ne suis pas rigolo sur les barres, mais voilà. Donc ça veut dire que, comme là ça fait 0 bar, ça veut dire que quand on remonte, ça veut dire que Q divise PR, puisqu'on était là-dedans, donc Q divise PR. Mais Q divise PR, ça veut dire que BD divise ADR, d'accord? Je peux simplifier par D, j'ai B qui divise AR, donc B qui divise R, parce que B et A sont premiers entre eux, c'est le lemme de Gauss. Voilà, donc maintenant, j'ai bien que B divise R, donc B bar divise R bar, ici, là-dedans. Donc ici, j'ai bien un multiple de B. Bon, alors maintenant, injectif. Ah oui, injectif, donc pour l'instant, c'est bien défini. Hein, j'ai un morphisme bien défini. L'injectivité, bah oui, parce que si 1 va vers 0, si W de 1 égale 0, bah tout va être annulé à cause de cette propriété que W de R bar est égal à R fois W de 1. Hein, parce que W commute ici. Donc à partir du moment où 1 va vers 0, bah tout va vers 0. Donc W est nul, et donc le noyau, c'est 0 ici, et donc c'est injectif. Et la surjectivité, bah ça va demander une construction. On part d'un multiple de B ici, donc je l'appelle B fois T, bar évidemment, parce qu'on est sur Q. Donc je pars d'un multiple de B, et je veux construire un W, ici, dans H de PQ, tel que W de 1 bar est égal à ça. D'accord? C'est ça la surjectivité. Eh bien, oui, je vais construire W de S bar égale SBT, puisque là on avait BT, comme ça W de 1 bar, ça fera bien BT. Il faut montrer qu'il est bien défini, alors il faut montrer qu'il va de là vers là. Donc je vais le prendre de K de X dans K de XQ, et il faut que je montre qu'il passe au quotient de P, parce que comme ça, ce sera bien défini. Alors ben oui, faut montrer, donc pour montrer qu'il passe au quotient, il faut montrer que P est dans le noyau. Alors P est dans le noyau, je vais faire W de P bar, ça c'est la définition générale de W. Je vais faire W de P bar, et ça fait P BT bar, mais P c'est AD, ADB, ben ici on connaît Q, ici, et donc ça fait un multiple de Q, donc ça fait 0 dans K de X sur Q.
Donc on a bien un W qui existe, et il est évident qu'il commute par construction avec X, parce que là, quand je vais regarder W de X fois S, ben, je vais avoir X fois S, et donc je vais pouvoir sortir le X bar ici, comme c'est demandé ici. Voilà, donc on a injection, surjection, donc isomorphisme ici, et maintenant, c'est bien défini, tout, voilà, ok. Et maintenant, il n'y a plus qu'à regarder ça, oui, je vais regarder, je vais aller de là vers là, je vais prendre l'application dans B de X sur Q, à S, on lui associe la classe de BS, voilà. Et bien D, c'est non seulement dans le noyau, mais comme BD égale Q, l'idéal engendré par D, c'est exactement le noyau. Donc, voilà. Donc ça pour noyau D, donc on va avoir une surjection ici, puisque j'ai pris S donne BS, donc je vais bien avoir tous les multiples de B ici, et le noyau c'est engendré par D, donc je vais avoir un isomorphisme de là vers là. Donc moralité, celui-ci est de dimension celui-ci, et celui-ci, il est de degré, ça c'est bien connu, c'est donc le degré de D. Et on a obtenu notre lemme centrale. Bien, c'est presque terminé. Alors, passons du cas local au cas global, maintenant. On prend E, c'est donc, d'après le théorème de Frobenius, c'est une somme directe de sous-espaces EI. Les EI sont de la forme K de U de XI, c'est-à-dire que c'est isomorphe à K de X quotienté par PI, via l'application qui a P associe P de U de XI, donc c'est isomorphe en tant qu'espace. Hein. Voilà. Bon. Ça c'est par construction, ça c'est déjà vendu avec le Frobenius. Donc maintenant, on veut un homme. Alors déjà, j'oublie la commutation dans un premier temps. Hein. Donc je regarde des endomorphismes de E, c'est-à-dire des homomorphismes de E vers E. Et ça, je les décompose. Donc si V est un homomorphisme de E vers E, je crée des homomorphismes des EI vers EJ. Alors comment? Je prends V, je pars de EI, je regarde sa restriction à EI, et en fait, ici, je projette ensuite, donc ça va dans E, et je projette sur EJ. Donc je projette sur EJ parallèlement au EI, évidemment. Bien. Donc ici, j'ai une application qui est bien définie sur un produit, ici, et inversement, à partir de ces données-là, c'est facile de retrouver V. Hein, voilà. Hein, parce qu'on prend n'importe quel X, et on va lui associer, comme ceci, grâce à ça, il va se décomposer en somme de XI, et donc tous les XI, on va les envoyer sur les EJ, on va faire la somme de ce qu'on obtient, et on va obtenir un V. Bon, matriciellement, ça se voit beaucoup mieux, c'est-à-dire que matriciellement, une fois qu'on a décomposé, on regarde ça dans une base compatible avec la somme directe, et ça veut dire que l'espace des matrices, c'est somme directe de matrices blocs pour EJ, EI, ici. Donc vous avez une somme de blocs. Au niveau dimension, ça veut dire que N2, c'est la somme des NI fois la somme des NJ, hein, qu'on développe, évidemment. Maintenant, il faut mettre dans la machine de la commutation avec U. Alors là, il faut remarquer que les projections commutent avec U. Effectivement, si vous regardez PJ rond U, c'est égal à U rond PJ. Comment on le voit? Simplement, il suffit de le voir sur une base. Donc je vais prendre une base compatible ici avec la décomposition, et sur chaque I, je vais prendre la base de l'endomorphisme cyclique qu'on avait tout à l'heure, U puissance K XI. Donc quand je vais faire PJ rond U de U puissance K XI, donc ça va faire un U puissance K plus 1 XI, mais comme je suis dans EI, ça va faire delta IJ UK puissance 1 XI. Et pareil pour U rond PJ de UK XI. Exactement pareil, parce que PJ, ça va faire delta IJ UKXI, et on multiplie par U, ça va faire UK plus 1. Donc, on a bien cette commutation, ce qui va faire que commuter ici, ça revient à commuter ici, c'est-à-dire à avoir
des éléments que j'appelle VIJ, là, qui vont vérifier VIJ rond U égale U rond VIJ, quel que soit IJ. Donc maintenant, je veux la dimension du commutant, donc je me ramène à mes particules élémentaires, et effectivement ce sont des particules élémentaires, parce que les EI sont isomorphes à K de X PI, et dans l'isomorphisme, commuter avec U revient à commuter avec X. Donc ça correspond exactement, donc maintenant quand je vais prendre la dimension de CU, donc là je regarde ce qui commutent, donc ça va être la somme des hommes U de EI, EJ, c'est-à-dire ici, homme U de IEJ, c'est les morphismes comme ça, mais je prends que les éléments qui commutent avec U. Mais ça, commuter avec U, ça revient à dire H de PI PJ. Ok. Qu'on avait défini tout à l'heure. Maintenant, H de PI PJ, c'est quoi? H de PI PJ, on a vu que la dimension, j'ai oublié de mettre la dimension, c'est le degré du PGCD. Maintenant, étant donné qu'ils se divisent tous entre eux, si I est plus petit que J, le PGCD, ça va être PJ. Et si I est plus grand que J, le PGCD, ça va être PI. Dans tous les cas, le PGCD, c'est P indice max de IJ. Donc, le degré, c'est D, d'accord, d'après le lemme de tout à l'heure, c'est D max de IJ. Donc maintenant, on fait cette somme-là. Je l'écris matriciellement pour mieux voir. Quand c'est 1, 1, quand I égale 1 et J égale 1, ça va être max de 1, 1, ça fait 1. Là, la fonction max sur I, là j'ai les J ici et les I en ligne. Donc ici, D1, ici on va avoir D2, ici on va avoir D3. Et je fais la somme de tout ça. Donc je vois bien que je vais avoir 1 D1, puis 3 D2, puis 5 D3, etc. jusqu'à 2S-1 DS. Voilà, on a montré la dimension du commutant. Et là maintenant, on peut partir sur un petit épilogue, si ça vous dit. Voilà, alors un tout petit épilogue vite fait. Pour ceux qui sont déçus de ne pas avoir vu une somme de carrés, je vais leur montrer une somme de carrés. Regardez, vous prenez les degrés des polynômes, donc ça s'appelle les polynômes invariants de similitude, je ne l'ai pas dit, mais voilà. Et ça va être D1. D1, c'est le nombre de cases qu'il y a ici. D2, c'est le nombre de cases qu'il y a ici. Et ça décroît, puisqu'il y a une divisibilité, plus PK plus 1 divise PK. Donc ici, ça décroît. Et on met ça en cases comme ça. Donc c'est des tableaux de Young. Et on regarde maintenant les lignes. Donc on va avoir aussi des lignes en décroissant. Cette fois-ci, le nombre de lignes, on va les appeler D1 étoile, D2 étoile, c'est de la dualité des tableaux de Young. Eh bien, en fait, on arrive à montrer, c'est de la combinatoire, essayez de le faire en exercice, assez joli. Dimension de CU, c'est égal à la somme des carrés, cette fois-ci des DI étoiles de 1 à T. Voilà. Bon. Donc, par exemple, si vous avez une homothétie, donc là, ça va être 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, voilà. Et là, ça va vous donner n carré. Réciproquement, si vous avez une matrice compagnon, un endomorphisme cyclique, donc vous n'avez qu'une seule colonne, vous voyez que c'est pour ça que c'est vraiment orthogonal, quoi, vous voyez, c'est assez amusant, et bien vous allez avoir 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré, n fois, et ça va vous faire votre dimension n. Vous voyez, encore une fois, vous avez n et n2. Bon, alors, une remarque que je trouve intéressante, parce que je sais ce qu'il y a sous le tapis, c'est que la codimension du commutant est toujours paire. Bon, alors la codimension, étant donné qu'on est dans l'espace des matrices, c'est n2 moins la dimension. Voilà, n2 moins la dimension. Maintenant, on regarde ça modulo 2 pour voir la parité. Et ça fait n2 moins, comme ça c'est toujours des impairs, ça fait n2 moins la somme des dk. Mais la somme des dk, oui, la somme des dk, c'est n, bien sûr. Puisque, vous voyez, vous avez votre matrice qui est de taille n, et elle est subdivisée en matrice compagnon, ici. Et donc la somme des dk, ici, c'est la somme des degrés des polynômes, puisque c'est la taille des matrices compagnons. Alors les matrices compagnons, je vous les ai mises ici pour ce polynôme-là. Et donc ça fait bien n. Bon. Et n2 moins n,
n2 moins n, ça fait n facteur de n moins 1, il y en a un des deux qui est nul, toujours modulo 2, donc ça fait 0. Et le fait que la codimension du commutant est toujours paire, c'est pas tout à fait innocent. C'est parce que quand on regarde l'orbite de A, donc l'ensemble des matrices semblables à A, eh bien, vous savez que c'est en bijection avec GLN de K quotienté par le stabilisateur de A. Le stabilisateur de A pour l'action de conjugaison, c'est le commutant. Donc en fait, on arrive à montrer que la dimension, en tant que variété cette fois-ci, de OA, c'est une dimension paire, parce que ça va être la dimension de ça moins la dimension de ça, et donc ça va être paire. Et en fait, c'est pas tout à fait innocent. Donc OA a une structure, c'est ce qu'on appelle les orbites coadjointes, et ça a une structure de variété symplectique. Et une variété symplectique, c'est toujours de dimension paire. Voilà. Il y a encore d'autres choses. C'est le bicommutant qui avait fait l'objet justement d'un écrit, je ne sais plus quelle année. Eh bien, le bicommutant, lui, est plus stable. Vous voyez, la dimension du commutant, ça peut bouger de n à n2, alors que la dimension du bicommutant est plus tranquille. Voilà, une prochaine fois, on parlera du bicommutant, mais pour l'instant, on va digérer ce qui vient d'être dit. Allez, bon courage!